Sur le papier, la Coupe du Monde 2026 ressemble à une victoire historique pour l'Afrique. Plus d'équipes qualifiées, plus de visibilité, plus de recettes potentielles, plus d'exposition mondiale. Pour la première fois, le continent africain obtient 9 places directes, plus une potentielle via les barrages intercontinentaux. Un chiffre jamais atteint. Une promesse longtemps attendue. Officiellement, le football africain entre enfin dans une nouvelle ère. Mais derrière cette façade généreuse, un autre récit se dessine. Un récit beaucoup plus inconfortable. Car ce mondial à 48 équipes n'est pas seulement une extension sportive. C'est une transformation structurelle du football mondial. Et dans cette transformation, l'Afrique apparaît moins comme une gagnante que comme une variable d'ajustement. La Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est pensée avant tout comme un produit global, un événement tentaculaire étalé sur un continent entier avec des distances comparables à celles de l'Europe à l'Afrique du Nord, des fuseaux horaires multiples, des contraintes sécuritaires renforcées et une logique commerciale assumée. Dans ce modèle, la FIFA a fait un choix stratégique clair. Augmenter le nombre de participants pour maximiser les audiences, les droits TV, les sponsors et les recettes. Mais elle n'a pas réparti équitablement les contraintes que cette inflation entraîne. Elle les a déléguées. Et ce sont les fédérations les plus fragiles, notamment africaines, qui en supporteront le poids principal. Le premier piège est celui du calendrier. Déjà aujourd'hui, les sélections africaines évoluent dans un environnement saturé. Qualification à la CAN, phase finale continentale, éliminatoire de Coupe du Monde, matchs amicaux sous pression, sans oublier les obligations liées aux compétitions interclubs africaines et internationales. Avec un mondial à 48 équipes, les phases de préparation s'allongent, les fenêtres FIFA deviennent plus tendues et la marge de manœuvre disparaît. Pour les grandes nations européennes, cela reste gérable. Infrastructure de pointe, staff étoffé, coordination étroite avec les clubs. Pour beaucoup de fédérations africaines, c'est une autre histoire. Car l'Afrique ne manque pas de talent, elle manque de temps, de stabilité et de moyens. Les joueurs africains évoluent majoritairement en Europe, parfois sur plusieurs fuseaux horaires différents, avec des saisons longues et exigeantes. Les clubs européens, qui investissent massivement dans ces joueurs, voient déjà les sélections africaines comme une contrainte. Avec un mondial élargi, cette tension va s'intensifier. Les libérations tardives, les retours anticipés, les pressions médicales, les restrictions de temps de jeu deviendront monnaie courante. Et dans ce bras de fer silencieux, les fédérations africaines partent avec un handicap structurel. Le deuxième piège est celui des déplacements. La Coupe du Monde 2026 n'est pas centralisée, elle est fragmentée. Une sélection africaine pourra jouer un match sur la côte est des États-Unis, le suivant au centre du continent, puis le troisième au Mexique ou au Canada. Des milliers de kilomètres parcourus en quelques jours, avec des contrôles frontaliers répétés, des conditions climatiques variables et des temps de récupération réduits. Pour les sélections disposant de vols affrétés, de cellules logistiques performantes et de préparateurs spécialisés, cela reste absorbable. Pour les autres, c'est un facteur de déséquilibre majeur. Ce n'est pas un détail logistique, c'est un facteur de performance. Le football moderne se joue autant sur le terrain que dans la gestion du corps, du sommeil, de l'hydratation, de la récupération mentale. Or, les fédérations africaines ne disposent pas toutes des mêmes capacités pour encadrer ces paramètres. Certaines arriveront au mondial avec des staffs réduits, des moyens limités, des improvisations de dernière minute. Et face à elles, des sélections mieux préparées, mieux soutenues, mieux structurées. Le risque est clair, plus de place pour l'Afrique, mais aussi plus d'éliminations précoces, plus de scénarios à sens unique, plus de frustration. Le troisième piège est économique. La qualification à la Coupe du Monde est présentée comme une manne financière, et elle l'est en théorie. Mais la réalité est plus nuancée. Participer à un mondial à 48 équipes implique des coûts accrus. Préparation prolongée, stages supplémentaires, déplacements plus longs, primes à verser aux joueurs, assurances, logistique élargie. Pour les fédérations européennes ou sud-américaines solides, ces coûts sont absorbés par des budgets stables. Pour beaucoup de fédérations africaines, ils représentent un risque budgétaire réel. Certaines pourraient sortir du mondial avec un déficit malgré les dotations FIFA. Et c'est là que la logique politique apparaît. En élargissant le mondial, la FIFA donne l'illusion d'une démocratisation. Mais elle ne renforce pas structurellement les acteurs les plus faibles. Elle ne mutualise pas les risques, elle les externalise.
Les fédérations africaines deviennent responsables de gérer une complexité accrue sans bénéficier d'un accompagnement proportionnel. En clair, le prestige augmente, mais la vulnérabilité aussi. Il y a aussi un piège sportif plus subtil. Avec plus de qualifiés, la phase de groupe perd en intensité. Le niveau moyen s'élargit. Les surprises de Chi se multiplient. Mais cela peut se retourner contre l'Afrique, car historiquement, les sélections africaines performent mieux dans des formats courts, intenses, où la préparation mentale et l'impact physique jouent un rôle clé. Dans un tournoi plus long, plus dilué, la profondeur de banc, la stabilité tactique et la gestion des temps faibles deviennent déterminantes. Or, ce sont précisément les domaines où beaucoup de sélections africaines restent fragiles. Le discours officiel célèbre l'augmentation des chances, mais la réalité pourrait être plus cruelle. Plus de participants africains, mais pas nécessairement plus de parcours marquants. Le risque est de transformer l'Afrique en figurante élargie d'un spectacle mondialisé plutôt qu'en véritable concurrent structurel. Et cela aura des conséquences sur la perception du continent, sur la confiance des joueurs, sur la crédibilité des projets sportifs à long terme. Enfin, il y a le piège politique. Le Mondial 2026 se déroule dans un contexte géopolitique tendu. Politique migratoire restrictive, contrôle renforcé, climat sécuritaire instable. Les délégations africaines, les supporters, les journalistes ne seront pas tous traités de la même manière. Les visas, les autorisations de déplacement, les conditions d'entrée sur le territoire peuvent devenir des obstacles invisibles mais réels. Là encore, la FIFA se défausse. Elle négocie, elle rassure, mais elle ne garantit rien. Elle organise un tournoi mondial dans un monde fragmenté, et ce sont les plus exposés qui en subiront les conséquences. Au fond, la Coupe du Monde 2026 pose une question simple mais dérangeante. L'élargissement est-il une avancée pour le football mondial ou une redistribution asymétrique des contraintes? Pour l'Afrique, la réponse n'est pas évidente. Oui, plus de drapeaux africains seront visibles. Oui, plus d'hymnes résonneront. Mais à quel prix? Et pour quels résultats concrets? Le véritable enjeu n'est pas le nombre de places, c'est la capacité à transformer cette présence accrue en puissance durable. Or, sans réforme profonde des structures, sans investissement massif dans la préparation, sans protection politique des intérêts des sélections africaines face aux clubs et aux États, le mondial à 48 équipes risque de devenir un révélateur brutal des inégalités existantes. La FIFA a élargi la scène, elle n'a pas renforcé les acteurs. Et dans ce théâtre mondial gigantesque, l'Afrique avance avec plus de billets, mais toujours les mêmes chaînes invisibles. Sur le papier, la Coupe du Monde 2026 ressemble à une victoire historique pour l'Afrique. Le nombre de places augmente. Le continent passe de 5 représentants à 9, voire 10. Les discours officiels parlent d'ouverture, d'équité, de reconnaissance du potentiel africain. Mais dans les coulisses du football mondial, une autre réalité se dessine, plus silencieuse, plus brutale. L'Afrique entre davantage dans le jeu, sans jamais en contrôler les règles. Le mondial à 48 équipes n'est pas une réforme sportive, c'est une réforme politique. Et comme souvent dans l'histoire du football mondial, les grandes puissances décident pendant que les autres s'adaptent. La FIFA ne redistribue pas le pouvoir, elle redistribue la charge, elle élargit la vitrine, mais laisse les coûts humains, financiers et structurels aux fédérations les plus fragiles. Depuis plusieurs années, la FIFA cherche à résoudre une équation simple. Comment augmenter les revenus sans perdre le contrôle? La réponse s'appelle l'élargissement. Plus d'équipes, plus de matchs, plus de diffuseurs, plus de sponsors, plus de droits télévisés. Le football devient un produit mondialisé à flux tendu. Et dans cette logique industrielle, l'Afrique n'est pas vue comme un centre de décision, mais comme un réservoir de talent, d'audience, de narration, mais aussi un réservoir de risques. Car plus l'Afrique est intégrée au calendrier mondial, plus elle est exposée à des contraintes qu'elle ne maîtrise pas. Le mondial 2026 sera organisé sur 3 pays, avec des distances colossales, des fuseaux horaires multiples, des exigences logistiques inédites. Pour les grandes nations européennes ou sud-américaines, ces contraintes sont absorbables. Pour les sélections africaines, elles deviennent structurelles. Prenons un élément central, le calendrier. Les joueurs africains évoluent majoritairement en Europe. Ils sont soumis au calendrier des clubs, aux compétitions continentales, aux exigences physiques extrêmes. Ajouter un mondial à 48 équipes, plus long, plus dense, c'est augmenter la pression sur des joueurs déjà sursollicités. Mais contrairement aux grandes nations, les sélections africaines n'ont pas de profondeur structurelle pour amortir cette pression, pas de rotation massive.
Pas de centre de performance équivalent. Pas de fédération capable d'imposer leur calendrier aux clubs. Le résultat est prévisible. Les clubs européens garderont la main. Les joueurs africains arriveront souvent fatigués, sous pression, parfois blessés. Et quand les résultats ne suivront pas, la responsabilité retombera sur les sélections, jamais sur le système. L'Afrique sera jugée sur la performance, pas sur les conditions. Autre angle rarement abordé, le coût invisible de la qualification. Plus de places signifie aussi plus de tours, plus de déplacements, plus de regroupements. Pour une fédération européenne, cela représente un investissement maîtrisé. Pour une fédération africaine, cela peut devenir un gouffre financier. Billets d'avion, logistique, hébergement, primes, assurance. La FIFA élargit la compétition, mais ne garantit pas une redistribution équitable des moyens. Et c'est là que le piège se referme, car l'élargissement crée une illusion de progrès. Les dirigeants peuvent se féliciter d'avoir plus de qualifiés, les opinions publiques peuvent se réjouir, mais structurellement, l'Afrique reste dépendante. Dépendante des subventions FIFA, dépendante des clubs européens, dépendante des décisions prises ailleurs. Le Mondial 2026 accentue aussi une fracture interne au continent. Toutes les sélections africaines ne sont pas égales face à cette réforme. Certaines fédérations disposent d'un minimum de stabilité, d'infrastructures, de réseaux. D'autres survivent à peine. Dans un mondial élargi, les inégalités ne disparaissent pas. Elles s'exposent. Les nations les plus fragiles risquent de servir de figurantes, voire de victimes sportives, dans un système conçu pour produire du spectacle, pas de l'équilibre. Il faut aussi parler du facteur politique. La FIFA présente l'élargissement comme une avancée démocratique. Mais dans les faits, le centre du pouvoir reste inchangé. Les décisions clés sont prises par un cercle restreint. Les fédérations africaines votent mais n'orientent pas. Elles soutiennent mais ne proposent pas. Elles suivent une architecture pensée pour elles, rarement par elles. Le mondial à 48 est aussi un outil de pacification. Plus de place, c'est moins de frustration immédiate, moins de tensions lors des qualifications, moins de conflits ouverts. Mais c'est aussi un moyen de neutraliser les revendications structurelles. Pourquoi réformer la gouvernance quand on peut offrir plus de billets d'entrée? Cette logique rappelle une constante historique du football mondial, intégrer sans émanciper, donner accès sans donner de pouvoir, valoriser l'image sans renforcer la structure. L'Afrique est célébrée pour son talent, son énergie, sa ferveur, mais dès qu'il s'agit de gouvernance, de calendrier, de modèle économique, elle reste en périphérie. Le Mondial 2026 pose enfin une question fondamentale. À quoi sert la performance si elle ne s'accompagne pas d'autonomie? Qualifier 10 équipes africaines sans renforcer les ligues locales, sans sécuriser les fédérations, sans protéger les joueurs, c'est construire sur du sable. Le succès devient fragile, la déception devient inévitable. Dans ce nouveau mondial, l'Afrique ne sera pas absente, elle sera visible. Mais être visible n'est pas être souveraine. Être représentée n'est pas être respectée. Le piège du mondial à 48, c'est cette confusion permanente entre inclusion et émancipation. La FIFA a réussi son pari économique. Elle a élargi le produit, elle a multiplié les marchés, mais elle a aussi déplacé le centre de gravité des contraintes vers les acteurs les plus vulnérables. Le football africain entre dans une ère de surexposition sans protection. Et c'est peut-être là le vrai danger. Non pas de participer trop peu, mais de participer trop, trop vite, trop mal armé. Le Mondial 2026 pourrait offrir des moments historiques à l'Afrique. Mais sans réforme structurelle profonde, il risque surtout de révéler au grand jour les failles que tout le monde préfère ignorer. Au fond, la Coupe du Monde 2026 pose une question simple mais dérangeante. L'élargissement est-il une avancée pour le football mondial ou une redistribution asymétrique des contraintes? Pour l'Afrique, la réponse n'est pas évidente. Oui, plus de drapeaux africains seront visibles. Oui, plus d'hymnes résonneront. Mais à quel prix? Et pour quels résultats concrets? Le véritable enjeu n'est pas le nombre de places. C'est la capacité à transformer cette présence accrue en puissance durable. Or, sans réforme profonde des structures, sans investissement massif dans la préparation, sans protection politique des intérêts des sélections africaines face aux clubs et aux États, le mondial à 48 équipes risque de devenir un révélateur brutal des inégalités existantes.